Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre consacré aux formes linéaires et aux hyperplans. Une forme linéaire, c'est une application linéaire de E vers K. K, ça sera un K espace vectoriel, K étant un corps commutatif. On note E étoile égale L de K, l'ensemble, donc le K espace vectoriel, on sait que c'est un K espace vectoriel des formes linéaires de E, et on l'appelle l'espace dual de E, donc à retenir cette notation. En dimension finie, si dim de E est égal à n supérieur ou égal à 1, alors dimension de E étoile est égale à n, et donc les deux espaces E et E étoile sont isomorphes. Si B est une base de E, on note EJ étoile, la forme linéaire, on sait qu'il n'y en a qu'une qui a EI, chaque vecteur de base associe 0 si I différent de J, 1 si I égale J. Ça définit parfaitement une forme linéaire parce que, rappelons que 1, c'est la base, ici là j'ai un espace vectoriel qui s'appelle K et qui a pour base 1. B étoile est égal à E1 étoile jusqu'à En étoile est une base de E étoile, démontrons ce résultat. Donc la matrice de EJ étoile dans B, c'est ça, parce que ça résume ça. C'est-à-dire qu'au rang, il y a des zéros partout sauf au rang J où il y a 1. Si U est le vecteur somme de XI, EI, c'est-à-dire le vecteur de coordonnées les xi dans la base B, alors EJ étoile de U va être égal à la somme des xi EJ étoile de EI, mais EJ étoile de EI, c'est égal à 0 si I est différent de J, et c'est égal à 1 si I est égal à J. Donc dans cette somme, il va rester que I égale J, et donc ça va faire xj fois 1, c'est-à-dire xj. D'accord ? EJ étoile de U est égal à la coordonnée xj. Si phi est une forme linéaire, soit U un vecteur de E, phi de U, évidemment, c'est somme des xi phi de EI, puisque phi est linéaire. Et si je considère somme des phi de EI étoile en U, ça va me faire somme de phi de EI étoile étoile de U, mais EI étoile de U, c'est xi, et donc j'obtiens exactement phi de U. Et ça, quel que soit U appartenant à E, ce qui veut dire que cette application-là, qui est une application linéaire, et une application de E étoile, va être égale à phi. Donc phi est égal à cette application-là. Et donc ça veut bien dire, puisque là on est dans E étoile, que B étoile est génératrice. Supposons maintenant somme de lambda j, j étoile est égal à 0. Alors je applique le vecteur EI, I quelconque, entre 1 et n. Et comme E, donc ça va me faire ça. Et comme J étoile de EI est égal à 0 si J est différent de I, il va rester uniquement le terme J égale I pour lesquels ça vaut 1. Et donc j'obtiens lambda I égale 0. Et ça, quel que soit I allant de 1 à n. Donc B étoile est libre. Et donc comme elle était génératrice, c'est une base. Voilà. Alors à retenir ces deux choses-là, EJ étoile de somme EJ étoile d'un vecteur de coordonnées xi, ça fait sa coordonnée xj. Et si phi est une forme linéaire, phi est égal à la somme des phi de EI étoile. En dimension finie, tout ça. Un exemple, si E est égal à Kn de x, espace vectoriel et K espace vectoriel des polynômes de K de x de degré inférieur ou égal à 1, donc sa dimension, on le sait, c'est n plus 1. Une base, c'est ça, que je note E0, E1, E2 jusqu'à En. Sa base duale, c'est ça. Et si P est un polynôme de E, je vais évidemment avoir P égale somme des AK EK. Et donc, en EJ étoile de P, et là j'utilise ce résultat-là, ça va être AJ. Or, AJ, on sait que c'est la dérivée jm de P en 0 divisé par factoriel J. Donc, en fait, EJ étoile de P, c'est P dérivée jm de P en 0 divisé par factoriel J. Voilà. Le bidual de E, c'est le dual de E étoile. Donc, on pourrait le noter comme ça, mais on préfère le noter comme ça. Et évidemment, en dimension finie, il est isomorphe à E étoile, c'est ce qu'on a vu précédemment, et comme E étoile est isomorphe à E, on a ces trois espaces vectoriels qui sont isomorphes. On va faire une parenthèse
pour appliquer des résultats déjà vus en algèbre linéaire, pour des applications linéaires d'un espace vectoriel E vers un espace vectoriel F, on les applique là au cas particulier des formes linéaires, c'est-à-dire des applications linéaires de E vers K. On commence par là. Si dimension de E est égale à n supérieur ou égal à 1 et que EI est une base de E, et que les lambda I sont n scalaires, alors il y a une unique forme linéaire F vérifiant F de I égale lambda I, quel que soit I. Alors, ça c'est évident, puisqu'on sait qu'il suffit de se donner les images des vecteurs de la base. Donc, si x est égal à la somme de 1n des xi ei, eh bien f de x, évidemment, va être égal à la somme des xi f de ei, qui font lambda i, donc ça fait somme des lambda i xi. Inversement, si je me donne une écriture comme ça, avec un vecteur comme ça, il est évident que ça définit une forme linéaire qui vérifie ça. C'est la forme linéaire unique qui vérifie ça. Remarque, si E est un K-espace FG de sous-espaces non réduits à 0 supplémentaires dans E, si F appartient à E étoile, les restrictions de F à grand F et grand G sont des formes linéaires, donc appartiennent à F étoile et G étoile. C'est normal, puisque déjà quand on a une application linéaire d'un espace E vers un espace E', les restrictions à grand F et grand G sont des applications linéaires de grand F vers E', de grand G vers E', donc ici c'est bien vers K, donc c'est dans F étoile et dans G étoile. Et si F appartient à F étoile et G appartient à G étoile, il y a une unique forme U appartenant à l'étoile dont la restriction à grand F soit petit f, la restriction à grand G soit petit g. En effet, si x est égal à xf plus xg suivant f plus g, eh bien, et que je prends U appartenant à l'étoile, U de x est égal à U de xf plus U de xg est égal à f de xf plus g de xg. Donc ça prouve l'existence. Hein. Et ensuite, on montre l'unicité. Bon, c'est une démonstration que j'ai déjà faite, hein, je pourrais ne pas la refaire. Alors, ça montre, l'unicité. Et ça, pour l'existence, il suffit de démontrer que U de x défini par f de xf plus g de xg est linéaire. Donc, je prends deux vecteurs, décomposés, là, suivant f plus g, puis j'écris lambda x plus y. Hein, puis là, ça appartient à f, ça appartient à g. Donc, U de lambda x plus f, U de lambda x plus y, va être égal à ça plus ça. Et puis ensuite, j'utilise la linéarité de f et g, donc ça fait ça. Et je factorise par lambda, et je vois apparaître lambda u de x plus u de y, donc c'est bien linéaire. Exemple, si x est différent de 0 appartenant à E, et que dimension de E est supérieure ou égale à 2, je prends un supplémentaire h de x dans E, donc h est un hyperplan, il existe une unique forme définie par ça, et f de y égale 0 sur h. Bah oui, parce que ça nous définit une unique forme déjà sur la droite vectorielle engendrée par x, c'est-à-dire f de lambda x égale lambda f de x, c'est-à-dire égale lambda. Notez que j'aurais pu prendre f de x égale un scalaire quelconque a, ici. Puis ça, c'est la forme linéaire nulle, donc d'après le résultat précédent, il y a bien une unique forme qui vérifie ça. Car f égale y, bah oui, parce que si je égale h, parce que si je prends un vecteur, je le décompose en lambda x plus y, où y appartient à h. Hein. Alors, f de lambda x plus y, ça va faire lambda f de x, c'est-à-dire lambda, plus f de y qui vaut 0, donc ça fera lambda. Et c'est égal à 0 s'il est seulement si lambda vaut 0, et à ce moment-là, ça veut dire que le vecteur appartient à h, donc Rf égale h. On aura l'occasion de reparler de ça à la fin du chapitre. Petit 2, si dimension de E est supérieure ou égale à 2 et que EI est une famille libre de E avec P inférieur à dimension de E. Donc j'appelle grand F le sous-espace qu'ils engendrent, je prends un supplémentaire dans E, et je prends un P scalaire, donc lambda I. Alors il existe une unique forme F de étoile, telle que F de EI égale lambda I, quel que soit I, et F de Y égale 0, quel que soit Y. Bon ben là aussi, hein, il y a une unique forme linéaire, c'est ce qu'on avait vu ici, vérifiant ça dans cet espace grand F, hein, dans F étoile. Donc il y a une unique forme, c'est la forme nulle, hein, vérifiant ça dans H, et donc j'ai les restrictions, et donc je sais qu'il y a une unique forme linéaire petit f qui vérifie ça. Alors, si x est égal à la somme de 1 à p de xi ei, plus h, hein, donc suivant f plus h,
je vais avoir f de x qui sera égal à somme des xi f de i, c'est-à-dire somme des xi lambda i, plus f de h, mais f de h il vaut 0, puisque h est dans h. Donc voilà, j'obtiens ce résultat. Bon, ça c'est des choses qu'on va appliquer de façon très rapide dans des démonstrations. Soit E un cas espace vectoriel, pour tout x appartenant à E, on définit l'application x tilde de E étoile vers K par x tilde de f, donc on prend une forme linéaire f, égale f de x. Alors x tilde est linéaire, x tilde appartient donc au dual de E étoile, c'est-à-dire au bidual, et l'application phi qui a x appartenant à E associe x tilde appartenant au bidual est linéaire injective. On l'appelle morphisme canonique de E vers le bidual, parce que sa définition ne fait pas appel à une base de E. Si E est de dimension finie, alors phi est un isomorphisme. Démonstration, pour démontrer que x tilde est linéaire, on prend fg appartenant à l'étoile lambda appartenant à k, x tilde de lambda f plus g égale lambda f plus g de x, donc est égal à lambda f de x plus g de x, égale lambda x tilde de f plus x tilde de g, donc on a bien la linéarité. Pour démontrer que phi est linéaire, on prend xy appartenant à E, lambda appartenant à k, et on regarde lambda, phi de lambda x plus y. Alors, on veut démontrer ça. Donc, démontrer ça, ça équivaut à démontrer que tilde de lambda x plus y est égal à lambda x tilde plus y tilde, et quand on l'applique à x, quand on l'applique à un f appartenant à l'étoile, ça équivaut à dire que f de lambda x plus y égale lambda f de x plus f de y, quel que soit f appartenant à l'étoile. Or, quel que soit f appartenant à l'étoile, puisque f est linéaire, ce résultat est vrai. Donc on a bien ça. Donc phi est linéaire. Si x appartient à quart de phi, ça équivaut à dire x tilde égale 0, donc ça équivaut à dire ça. Donc ça équivaut à dire f de x égale 0, quel que soit f appartenant à E étoile. Imaginons que quart de phi ne soit pas réduit au vecteur nul. Donc on prend x différent de 0 appartenant à quart de phi, un supplémentaire f de la droite engendrée par x dans E, donc ça fait ça, et la forme linéaire f définie par f de x est égal à 1 et f de y est égal à 0. C'est-à-dire f de lambda x égale lambda, et puis f de y égale 0, quel que soit y appartenant à f. On sait qu'il n'y en a qu'une qui vérifie ça. Alors, si je prends x tilde de f, ça va être f de x, donc ça va faire 1 et ça ne fera pas 0. Donc il y a une contradiction avec 1. Donc x égale 0 et car phi est réduit à 0, donc phi est injective. Ça, c'est vrai même si E est de dimension infinie. Alors s'il est de dimension finie, évidemment, dimension de E égale n, ça implique dimension de l'étoile égale n et dimension du bidual égale n. Mais comme phi est linéaire et injective, c'est donc un isomorphisme. Alors maintenant, on va parler d'orthogonalité. Un vecteur x appartenant à E est orthogonal à une forme f, une forme linéaire petit f, si f de x égale 0. On dit aussi que f est orthogonal à x ou que fx ou xf sont orthogonales. Exemple, si E est de dimension finie avec une base i et qu'on considère ij entre 1 et n, et bien si i est différent de j, ei et ej étoile, donc là un vecteur de E et là une forme linéaire, sont orthogonaux puisque j étoile de ei qui vaut delta ij sera égal à 0. Si A est une partie non vide de E, et si f est une forme linéaire, alors une forme linéaire f, si f est orthogonal à tout vecteur x de A, voilà, alors f est orthogonal à tout vecteur du sous-espace engendré par A. Démonstration, si je prends un x appartenant au sous-espace engendré par A, c'est une combinaison linéaire finie de vecteurs de A, donc quelque chose de cette forme-là, avec des lambda i qui sont des scalaires et ai qui appartient à A. Donc quand je fais f de x à fr, puisque f est linéaire, somme des lambda i f de ai, les af de ai sont tous nuls, puisque f et ai sont orthogonaux, et donc je vais obtenir que f de x est égal à 0, quel que soit x appartenant au sous-espace engendré par A. Donc ça veut bien dire que f est orthogonal à tout vecteur de ce sous-espace. Propriété, soit A une partie non vide de l'espace dual de E. Si x est orthogonal à toute forme f de A,
forme linéaire appartenant à A, alors X est orthogonal à toute forme linéaire de l'espace engendré par A. Démonstration soit F une forme linéaire de l'espace engendré par A, donc une combinaison linéaire d'éléments de A, comme ça, avec les FI qui appartiennent à A. F de X, évidemment, est égal à la somme des lambda I FI de X, ça fait 0, parce que tous les FI de X valent 0, parce que les FI appartiennent à A, d'accord? Et donc, F de X est égal à 0, quel que soit F appartenant au sous-espace engendré par A, ça veut bien dire que X est orthogonal à tout F appartenant au sous-espace engendré par A. Si A est une partie non vide de E, eh bien, on note A orthogonal, c'est comme ça qu'on va l'appeler, l'ensemble des F appartenant à E étoile, donc l'ensemble des formes linéaires, vérifiant F de A est égal à 0, quel que soit A appartenant à A. C'est un sous-espace vectoriel de E étoile, donc qu'on appelle sous-espace orthogonal de A ou A orthogonal. Donc il faut démontrer que c'est un sous-espace vectoriel. Il est non vide parce que l'application 0, nul, qui a X appartenant à E donne 0, c'est une forme linéaire, hein, d'accord, qui appartient évidemment à A orthogonal, hein, puisque 0 qu'on applique à X, c'est toujours égal à 0. Maintenant, si F et G appartiennent à A orthogonal et que lambda appartient à K, eh bien, quel que soit A appartenant à A, j'ai lambda F plus G de A qui est égal à lambda F de A plus G de A, qui est égal à 0 parce que les deux font 0. Donc lambda F plus G appartient bien à A orthogonal, puisque c'est vrai, quel que soit A appartenant à A. Propriété, si A est une partie non vide de E étoile, alors orthogonal de A, hein, c'est l'ensemble des X appartenant à E, tel que F de X est égal à 0, quel que soit F appartenant à A. Donc c'est un sous-espace vectoriel de E qu'on appelle sous-espace orthogonal à A ou orthogonal de A. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une propriété qui est duale de celle-là. On écrit à peu près la même chose. Sauf en échangeant E et E étoile. Démonstration. Eh bien, le vecteur nul de E appartient bien à orthogonal de A, puisque f de 0 est égal à 0, quel que soit f appartenant à A. Hein, ça, c'est vrai pour toute forme linéaire. Parce que f est linéaire. Donc, xy appartient à orthogonal de A, lambda appartenant à K. Eh bien, quel que soit f appartenant à A, f de lambda x plus y, la linéarité de f, ça fait lambda f de x plus f de y, mais les deux sont nuls, puisque f appartient à A, et donc je vais avoir lambda x plus y qui appartient à orthogonal de A, puisque j'ai f de lambda x plus y qui est égal à 0, quel que soit f appartenant à A. Et donc j'ai bien un sous-espace vectoriel. Propriété, plutôt, oui, c'est ça. Je prends une partie non vide de E, une partie non vide de E étoile. Alors on dira que A est orthogonal, enfin définition, hein, A est orthogonal à A, ou que B est orthogonal à A, ou que A et B sont orthogonaux. Hein. Si tout vecteur x de A est orthogonal à toute forme linéaire f de B. Bon, dans ce cas-là, on a évidemment B qui est, puisque B est inclus, d'après cette définition, hein, puisque tout vecteur x de A est orthogonal à toute forme linéaire f de B, ça veut dire que quel que soit x appartenant à A et f appartenant à B, on a f de x qui est égal à 0. D'accord ? Bon, mais ça veut dire que donc B est inclus dans A orthogonal. Et donc l'espace engendré par B va être inclus aussi. Ça veut dire aussi que A est inclus dans l'orthogonal de B. Donc l'espace engendré par A va être inclus dans orthogonal de B. Si A et B sont deux parties non vides de E, alors A inclus dans B implique que B orthogonal est inclus dans A orthogonal. Si A et B sont deux parties non vides de E étoile, A inclus dans B implique que orthogonal de B est inclus dans orthogonal de A. En effet, ici,
si f appartient à b orthogonal, j'ai f de x égale 0, quel que soit x appartenant à b. Mais comme a est inclus dans b, je vais donc avoir f de x égale 0, quel que soit x appartenant à a. Donc f appartient à a orthogonal. Idem pour l'autre. Hein. Si x appartient à l'orthogonale de b, j'ai f de x égale 0, quel que soit f appartenant à b. Mais comme a est inclus dans b, j'aurai donc f de x égale 0, quel que soit f appartenant à a. Hein. Donc je vais avoir f qui appartient à l'orthogonale de a. Enfin, si a est inclus dans E, A partie non vide, alors A orthogonal est égal à ça c'est le sous-espace engendré par A orthogonal. Démonstration, A est inclus dans ce sous-espace, donc son orthogonal et l'orthogonal de celui-là est inclus dans l'orthogonal de l'autre, c'est ce qu'on a démontré précédemment. D'autre part, alors la double inclusion, on montre. Hein. Donc maintenant, on prend f, on a montré ça. Maintenant, il faut montrer que si f appartient à A orthogonal, si f appartient à A orthogonal, alors on a vu que f appartient aussi au sous-espace de A orthogonal. D'accord? Donc ça prouve que A orthogonal est inclus dans l'orthogonal du sous-espace, enfin dans sous-espace de A orthogonal. Voilà. Donc j'ai la double inclusion et j'ai bien A orthogonal qui est égal à sous-espace engendré par A orthogonal. De la même façon, si A est une partie non vide de E étoile, alors l'orthogonal de A est égal à l'orthogonal de la partie engendrée par A. Démonstration, on sait déjà qu'on a cette inclusion, donc quand on passe à l'orthogonale, on a celle-là. Et il ne nous reste plus qu'à nous démontrer l'autre. Donc on va prendre f appartenant à l'orthogonale de A. Il est orthogonal à tout x appartenant à A, donc à tout x appartenant à la partie engendrée par A, d'après une propriété qu'on a démontrée. Donc si f appartient, donc f va appartenir, hein, puisqu'il est orthogonal à tout x appartenant à la partie engendrée par A, donc f appartient à l'orthogonale de la partie engendrée par A. Donc si f appartient à ça, il appartient à ça, donc ça veut dire que l'orthogonal de A est inclus dans l'orthogonale de la partie engendrée par A. On a la double inclusion, donc l'égalité. Propriété, si A est une partie non vide de E, alors si A est inclus dans E, alors A est inclus dans orthogonale de A orthogonale, et si A est inclus dans E étoile, alors A est inclus dans orthogonale de A orthogonale. Démonstration, d'abord A inclus dans E, x appartient à A. Si je prends f appartient à orthogonale de A, alors f de x est égal à 0. Donc f de x égale 0, quel que soit f appartenant à l'orthogonale de A. Donc x appartient à orthogonale de A, orthogonale. Et ça, quel que soit x appartenant à A. Donc A est inclus dans orthogonale de A, orthogonale. Maintenant, si A est inclus dans E étoile, et que je prends f appartient à A, x appartient à A orthogonale implique f de x égale 0. Donc f de x égale 0, quel que soit x appartenant à A orthogonale. Donc f appartient à orthogonale de A orthogonale, quel que soit f appartenant à A. Donc ça veut dire que A est inclus dans orthogonale de A orthogonale. D'où on a tout démontré. L'orthogonale de E, c'est cet ensemble-là. L'orthogonale de 0 de E, c'est E étoile. L'orthogonale de E étoile, c'est 0 de E. Et l'orthogonale de 0 de E étoile, c'est E. Alors le premier, si f appartient à E orthogonale, alors ça veut dire que f de x est égal à 0, quel que soit x appartenant à E. Donc f est égal à 0. Donc E orthogonale, c'est 0 de E. Deuxième, on s'intéresse à orthogonale de 0 de E. Dire que f appartient à 0 de E orthogonale, c'est dire que f de 0 de E est égal à 0. Ce qui est toujours vrai. Donc ça veut dire que 0 de E orthogonale, c'est E étoile. C'est-à-dire que c'est vrai quelles que soient les formes linéaires. Petit 3, orthogonale de E étoile. Donc x appartient à orthogonale de E étoile. Ça veut dire que f de x est égal à 0, quel que soit f appartenant à E étoile. Alors prenons x appartenant à E et x différent de 0. Et on prend un supplémentaire h de la droite vectorielle engendrée par x. Donc on a ça.
On sait qu'on peut construire une forme linéaire, unique d'ailleurs, définie par f de x égale 1, et f est nul sur h. À ce moment-là, on a f qui appartient à E étoile, et j'ai f de x qui vaut 1, donc qui est différent de 0. Donc en fait, pour tout x différent de 0, je sais construire une forme linéaire, donc, telle que f de x est différent de 0. Or, moi, les x qui sont dans orthogonale de E étoile, ils doivent vérifier f de x égale 0, quel que soit f appartenant à E étoile. D'accord? Donc, ça veut dire que x est forcément égal à 0 pour vérifier ça. Et donc, orthogonale de E étoile égale 0,2. Petit 4, si x appartient à l'orthogonale du 0, enfin de la forme linéaire nulle, c'est-à-dire que cette forme linéaire nulle appliquée à x doit être égale à 0, quel que soit x, ça ne revient à dire que c'est égal à 0, ce qui est toujours vrai, parce que quand je prends la forme nulle, j'applique n'importe quel vecteur x, ça fait 0. Donc l'orthogonale de l'ensemble, enfin du singleton 0 à étoile, enfin de l'espace vectoriel quand même, 0 à étoile, bah c'est E. Si E est de dimension finie n supérieure ou égale à 1, et que E1 est l'ensemble des bases de E, E2 l'ensemble des bases de E étoile, alors l'application psi qui a une base B de 1, enfin à B appartenant à ceci, la base duale B étoile appartenant à E2, parce qu'on sait que la base duale est une base de E étoile, on est en dimension finie, eh bien cette application est une bijection, ce qui signifie que toute base de E étoile est la base duale d'une unique base de E. Démonstration, j'appelle B' une base de E2, B seconde la duale dans E, dans le bidual, et je rappelle que l'application phi qui a x correspond x tilde, x appartenant à E, associe x tilde appartenant au bidual défini par x tilde d'une forme f égale f de x, est un isomorphisme. Donc je considère la base B égale phi moins 1 de B seconde. Comme B seconde est une base, et que phi est un isomorphisme, j'obtiens une base de E. Supposons que ça soit ça, cette base. Eh bien, je prends k entre 1 et n, phi de ek est donc égal à ek tilde, c'est-à-dire à fk étoile. Donc, ek tilde de fj va être égal à fk étoile de fj, quel que soit j. Et ça me fait quoi? Ça me fait fj de ek, de qui va être égal, et ça c'est delta ij. Donc fj de ek est égal à delta jk, quel que soit j et k. Donc ça veut exactement dire que fj, puisque c'est une forme, bah c'est la forme ej étoile, puisque j étoile est définie comme ça. Et c'est la seule forme qui vérifie ça. Donc là, fj est égal à ej étoile, quel que soit j, ça veut bien dire que b', la base b', c'était la base des fj, composée des fj, bah c'est la base b étoile, et donc psi est surjective. Maintenant, si je prends deux bases telles que psi de b est égal à psi de b', donc ça veut dire que b étoile est égal à b' étoile, donc ej étoile est égal à uj étoile, quel que soit j. Bah, ei étoile de uj étoile est égal à uj étoile de ei, uj étoile est égal à ej étoile, donc ça fait ej étoile de ei, ça fait delta ij. Delta ij c'est pareil que uj étoile de ui, qui lui est égal à ui tilde de uj. J'ai donc ei tilde de uj étoile, et là je me suis trompé, c'est un étoile, qui est égal à ui tilde de uj étoile, quel que soit j. Et comme les uj étoiles forment une base de étoile, d'accord, j'en déduis que ei tilde est égal à ui tilde. D'accord? Puisque c'est vrai, cette égalité pour toute uj étoile. Et donc, ei tilde égale ui tilde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que phi de ei est égal à phi de ui, pardon. Mais phi est un isomorphisme. Et ça, c'est vrai quel que soit i. Donc ça implique que ei est égal à ui, quel que soit i allant de 1 à n. Et donc ça veut dire exactement que la base B est égale à la base B'. Psi est injective, elle était surjective. Et donc, j'obtiens bien que c'est une bijection. Propriété, soit E un K-espace vectoriel de dimension n supérieure ou égale à 1. Alors pour tout sous-espace F de E
on a dimension de f plus dimension de f orthogonale égale dimension de e. Et pour tout sous-espace f de e étoile, eh bien, on a dimension de f plus dimension d'orthogonale de f est égale à dimension de e aussi. Démonstration, si f est réduit à la forme, donc je suis dans ce cas-là, hein, f est un sous-espace de e. Si f est réduit au vecteur nul, alors pour toute forme linéaire, f de 0, ça fait 0. Donc ça veut dire que f orthogonale est égal à e étoile de dimension n. Et donc ça me fait 0 plus n égale n, ça marche. Si f est égal à e, f orthogonale est égal à e orthogonale égale 0. Et donc ça marche aussi, puisqu'à ce moment-là, j'ai n plus 0 égale n. Et sinon, j'ai ça, dimension p pour f, donc base de f, que je complète pour avoir une base de e. Et je considère la base b étoile duale de la base b. Donc une base de e étoile. Montrons que ei étoile pour i allant de p plus 1 à n est une base de f orthogonale. Pour ça, on considère i entre p et puis n, et k entre 1 et p. Donc k différent de i. Donc ei étoile de ek est égal à 0, quel que soit k allant de 1 à p. Mais ça, c'est une base de f. Donc, puisque ei étoile de ek, chacun des ek est égal à 0, ei étoile de u va être égal à 0, quel que soit u appartenant à f. Donc, ei étoile appartient à f orthogonale. Et donc, les ei étoiles pour i entre p et n, déjà, ils sont indépendants, hein, puisque les ei étoiles constituent une base de b de e. Mais quand on considère que ceux qui sont entre p et puis n, eh bien, ils sont donc libres, et puis surtout, ils sont dans f orthogonale, donc ils constituent une partie libre de f orthogonale. Pourquoi est-elle génératrice? Je prends f appartenant à f orthogonale, donc f de x égale 0, quel que soit x appartenant à f, donc f de ei est égal à 0, quel que soit i allant de 1 à p, et donc, puisque les ei, là, appartiennent à f. Donc, si f appartient à e étoile, f peut s'écrire, puisque le E1 étoile jusqu'à En étoile forme une base de E étoile, donc f s'écrit comme ça, et f de i est égal à ça, mais les ek étoiles de i sont nuls, sauf quand k est égal à i, auquel cas on va trouver lambda i, et donc f de i est égal à lambda i, mais f de i est égal à 0, donc lambda i est égal à 0, quel que soit i, allant de 1 à p, donc f est réduit à ça, et donc je m'aperçois que i étoile entre p et puis n constitue une partie génératrice de f orthogonale, donc une base puisque c'était déjà une partie libre. Donc la dimension de f orthogonale est égale à n moins p, dimension de f plus f orthogonale est égale à p plus n moins p égale la dimension de e. Deuxième cas, c'est à peu près pareil, si f est réduit à la forme linéaire nulle, je vais avoir 0 à appliquer à n'importe quel vecteur de f et de e, ça fera 0, et donc ça veut dire que orthogonale de f est égal à e. Donc à ce moment-là, orthogonale de f est égal à e, donc dimension n, ici 0 plus n égale n, ça marche. Si f égale e étoile, orthogonale de f est égal à orthogonale de e étoile est égal à 0. Donc, ça c'est si f est égal à e étoile, donc ça fait n plus 0 égale n, ça marche encore. Et sinon, f a une dimension p entre 1 et n, avec une base de f, qui est comme ça, qu'on complète pour obtenir une base de e étoile. On a vu qu'il existe une unique base de e, donc je le note comme ça, telle que b' soit dual de b, et donc les fk sont des ek étoiles pour k allant de 1 à n. Eh bien, quand on prend i entre p plus 1 et n, et là j'ai le droit d'être égal, et k entre 1 et p, k étoile de i est égal à 0, donc fk de i est égal à 0 pour tout k allant de 1 à p. Donc ça veut dire que ei appartient à l'orthogonale de cette partie-là, et donc de la partie qu'elle engendre. Et donc ei appartient à l'orthogonale de f. Quel que soit i, et ça, quel que soit i allant de p plus 1 à n. Donc ça veut dire que ici, j'obtiens une partie libre, ça je le savais déjà, hein, ils sont indépendants, mais qui est dans orthogonale de f. Donc j'ai une partie libre de
orthogonale de f. Maintenant, il faut montrer qu'elle est génératrice. Je prends x appartenant à orthogonale de f. Il s'écrit comme ça, puisque les EI forment une base de E, et je prends K entre P plus 1 et N. Donc j'ai EK qui appartient à orthogonale de f. Donc FJ de x alors FJ de x doit être égal à 0, hein, quel que soit J allant de 1 à P. Donc ça me donne que EJ étoile de somme de ça. C'est-à-dire EJ étoile de x, parce que FJ c'est EJ étoile. De ça doit être égal à 0, et là-dedans, dans cette somme, il va rester que le terme en J, il y aura que des zéros, hein. Donc il va rester que lambda J égale 0, quel que soit J allant de 1 à P. Donc x va s'écrire comme ça, et donc je vois que, donc quel que soit x appartenant à l'orthogonale de f, il s'écrit comme ça, ce qui veut bien dire que EP plus 1 jusqu'à En est une partie génératrice d'orthogonale de f, et comme c'était une partie libre d'orthogonale de f, ça devient une base d'orthogonale de f, et donc quand je vais prendre dimension de f plus dimension de orthogonale de f, la dimension de f c'est p, dimension de orthogonale de f ça va être n moins p, et donc j'obtiens bien la dimension, j'obtiens bien n, c'est-à-dire la dimension de E, et le résultat est démontré. Propriété, si E est un K-espace vectoriel de dimension finie n supérieur ou égal à 1, alors pour tout sous-espace vectoriel grand F de grand E, eh bien on a orthogonale de f orthogonale qui est égal à f. Et quel que soit un sous-espace vectoriel f de E étoile, orthogonale de grand F orthogonale est égal à f. Démonstration du petit 1, on sait que f est inclus dans orthogonale de f orthogonale. Mais la dimension de f est égale à p, donc la dimension de f orthogonale est égale à n moins p. Et la dimension de orthogonale de f orthogonale est donc égale à n moins p, c'est-à-dire à p, c'est-à-dire la dimension de f. On dit que ces deux sous-espaces vectoriels ont la même dimension. Donc l'inclusion implique que ces deux-là sont égaux. On fait pareil quand f est un sous-espace vectoriel de E étoile. F est inclus dans orthogonale de f. Et dimension de orthogonale de f est égale à n moins p. Et dimension de l'orthogonale d'orthogonale de f est égale à n moins p égale dimension de f. C'est bien qu'ils ont la même dimension. Donc d'après l'inclusion, ça implique qu'ils sont égaux. Si E est un K espace vectoriel de dimension finie n supérieur ou égal à 1, alors quel que soit f sous-espace vectoriel de E étoile, il existe un unique sous-espace vectoriel grand A de E tel que A orthogonale soit égal à f. Et quel que soit f sous-espace vectoriel de E, il existe un unique sous-espace vectoriel A de E étoile tel que orthogonale de A soit égal de à f. Démonstration, dans le petit 1, f sous-espace vectoriel de E étoile, eh bien, si je prends A, si je pose A égale orthogonale de f, je vais avoir A orthogonale égale orthogonale de f orthogonale, c'est-à-dire f. Et donc, j'ai bien ça. Donc, orthogonale de f, hein, c'est-à-dire A, convient. C'est l'existence. L'unicité, si j'ai ça, A orthogonale est égal à f, alors orthogonale de A orthogonale est égal à orthogonale de f. Parce que A est un sous-espace vectoriel de E. Et donc, ça me donne que A est égal à orthogonale de f, celui que j'avais trouvé avant. Donc l'unicité. C'est pareil quand f est un sous-espace vectoriel de E. Si A est égal à f orthogonale, je vois que orthogonale de A est égal à orthogonale de f orthogonale, c'est-à-dire f. Donc, f orthogonale convient, c'est l'existence. Et si je suppose ça, orthogonale de A égale f, alors orthogonale de A est égal à f orthogonale, car A est un sous-espace vectoriel de E étoile. Oui, car A est un sous-espace vectoriel de E étoile. Donc, eh bien ça me fait A. A est égal à f orthogonale, celui que j'avais trouvé avant. Et donc, il y a bien une... Alors, nous regardons maintenant le cas particulier de la dualité en dimension infinie. E est donc un K espace vectoriel de dimension infinie, ce qui équivaut à dire qu'il existe un système libre que j'appelle grand B de vecteurs EI. Alors, c'est un système qui est ici dénombrable.
Alors, c'est pas forcément une base de E, parce que E, certes, admet forcément une base, hein, le M2ORM, mais cette base, elle n'est pas forcément dénombrable. D'accord? Mais si elle est infinie non dénombrable, je pourrais en tirer de toute façon une partie, évidemment, infinie dénombrable. Donc j'ai un système libre de vecteurs de E qui va engendrer un sous-espace grand F de E qui sera égal à E si B est une partie génératrice de E, puisqu'à ce moment-là, B sera une base de E. Bon, mais voilà, on se place dans le cas général, ça engendre un sous-espace F de E. Alors, B étoile est égal à l'ensemble des EI étoiles, est une partie libre de F étoile, mais pas une base de F étoile. Démonstration. Pourquoi est-elle libre? Somme des lambda I EI étoiles pour I appartenant à une partie finie de grand N, ça peut s'écrire, quitte à compléter. Alors, on prend un petit n qui est plus grand, qui est le plus grand, par exemple, de tous les entiers k qui appartiennent à I, et puis on pose lambda I égale 0 si si I appartient à 0n mais n'appartient pas à I. Bref, en rajoutant éventuellement des zéros, on a cette écriture-là qui se ramène à celle-là. Et si je suppose que c'est égal à 0, alors je vais prendre k entre 0 et puis n, et puis je vais appliquer ça. Donc je vais obtenir ça. Et là, je vais dire que EI étoile de k, ça fait delta IK. Donc ça vaut 0, sauf si I est égal à k. Auquel cas, ça vaut lambda k. Donc j'obtiens que lambda k égale 0, quel que soit k, lambda 0 à n. Donc la famille est bien libre. Alors pourquoi n'est-elle pas génératrice? Je suppose que x peut s'écrire là comme une combinaison linéaire des EI. Alors, cette combinaison linéaire des EI, elle est unique, hein, puisque B est une base de F. Mais bon, comme c'est une base infinie, je vais préciser ce que ça signifie, cette écriture. En fait, ça signifie somme des lambda I EI pour I appartenant à une partie grand I finie inclus dans N. C'est ça une combinaison linéaire. Et là, c'est pareil. Alors, si je pose x égale I union J, n égale sub de x, et si je pose lambda I égale 0 à chaque fois que I est entre 0 et n, mais n'appartient pas à I, et mu I égale 0 si I est entre 0 et n, mais n'appartient pas à J, je vais pouvoir remplacer ça par ça, et ça par ça. D'accord? Et c'est plus simple à comprendre. Et comme c'est égal, ça implique que la différence est nulle, et comme le système est libre, ça impose que lambda I égale mu I, quel que soit I, égale allant de 0 à n. Et ça va me servir à quoi? Eh bien, à exhiber, c'est une application petit f qui va de f dans k, qui à x, combinaison linéaire des EI, associe la somme des coefficients des EI. Et ça ne dépend pas de la décomposition de U, parce que si je prends les deux décompositions que j'avais ici, la somme des lambda I va être égale à la somme des mu J, vu que les lambda I sont tous égaux au mu I. Alors, vous allez me dire, oui, mais on en a rajouté parce qu'on a rajouté des zéros. Mais on s'en fiche, parce que les zéros qui interviennent dans la somme, ils ne comptent pas. Donc on aura bien défini une application. Et on va montrer qu'elle est linéaire en prenant deux vecteurs avec deux combinaisons. Alors des vecteurs qui sont dans F. Hein. Et puis lambda appartenant à K, j'écris lambda x plus y. Hein, et donc je vais avoir F de somme de lambda I plus mu I EI. Et donc f de ça, les coefficients, c'est la somme des coefficients, donc ça fait ça. Et donc ça peut s'écrire comme ça. Et donc je vois apparaître lambda f de x plus f de y. F est donc linéaire, donc appartient à f étoile. Supposons que B étoile engendre F étoile. Alors F doit être une combinaison linéaire des EI étoiles. Donc ça va être un truc dans ce genre-là, hein, avec une famille finie de N. Alors, je vais choisir N égale le plus grand des I et je vais prendre K supérieur à N, n'importe quel K supérieur à N, et je vais l'appliquer à ça. Donc F de K va être égal à la somme pour les I appartenant à I de lambda I EI étoile en EK. Mais comme K n'appartient pas à I, EI étoile de EK est toujours égal à 0. Donc ça va faire 0. Ce qui est contradictoire avec le fait que f de EK,
hein, la définition ici. EK, je peux dire, c'est la combinaison linéaire de lui-même, c'est-à-dire c'est un EK, d'accord? Donc f de k égale f de 1 EK, et donc ça fait 1, et pas 0. Donc ça prouve bien que f ne peut pas s'écrire comme combinaison linéaire, parce que c'est ça que j'ai supposé, hein, que f était une combinaison linéaire des EI étoiles. C'est pas le cas. Donc B étoile n'est pas partie génératrice de F étoile. D'accord? Et donc le résultat est prouvé. Alors évidemment, dans le cas F égale E, c'est-à-dire dans le cas où ces vecteurs-là forment une base de E, on en déduit que B étoile n'est pas une base, n'est pas génératrice de F étoile, donc F étoile à ce moment-là c'est E étoile, et donc ça veut dire que B étoile n'est pas une base de E étoile. On a vu que l'application phi de E vers le bidual, qui a x fait correspondre x tilde, alors x tilde c'est l'application qui a f appartenant à E étoile associe f de x, est linéaire, injective, et que phi est un isomorphisme quand E est de dimension finie. On va montrer que si E admet une base dénombrable, EI, I appartenant à N, alors phi n'est pas surjective. Démonstration, on a vu que B étoile, cette partie-là, est une partie libre non génératrice de E étoile. E étoile qui est donc de dimension infinie. B étoile engendre le sous-espace vectoriel f de E étoile, f différent de E étoile, soit h un supplémentaire de f dans E étoile, E étoile égale f plus h, et f appartenant à f étoile défini par f de, alors ça c'est l'application de f étoile, attention, de somme des lambda i e i étoile pour i fini égale somme des lambda i. On a vu que c'était effectivement une partie linéaire, une forme linéaire sur f. Alors on va définir maintenant une forme linéaire g sur le bidual par g de u égale f de u si u est égal, appartient à f, et g de u égale 0 si u appartient à h. On sait que ça permet parfaitement de définir une application linéaire sur E étoile, c'est-à-dire une forme affine du bidual. Supposons qu'il existe x appartenant à E, tel que g soit égal à phi de x. Alors, on va démontrer que phi n'est pas surjectif. Hein. On suppose que g a un antécédent. Donc cet antécédent, il va être de cette forme-là, puisque B est une base de E. C'est là que c'est important. Alors, pour k supérieur à n, G de EK étoile, parce que G, c'est un élément qui s'applique, G il appartient au bidual, donc il s'applique à un élément du dual. Donc G de EK étoile, hein, ça va être quoi? Ça va être x tilde de EK étoile, c'est-à-dire EK étoile de x. Mais G de EK étoile, d'après cette définition, EK étoile comme il appartient à F, eh bien ça va être F de EK étoile, c'est-à-dire 1. Donc 1 va être égal à, et là je regarde, EK étoile de x, EK étoile de x, x c'est ça, EK étoile de x c'est somme des lambda i EK étoile de i. Bon, K il est supérieur à n, donc K n'est jamais égal à 8, donc ils valent tous 0 ici. Donc ça donne 1 égale 0, ce qui est impossible. Donc G n'a pas d'antécédent par phi, donc phi n'est pas surjectif. Enfin, une dernière remarque, si E est de dimension finie, on a vu, donc, je répète, on a vu qu'en dimension finie, si F est un sous-espace du dual, alors on a cette égalité. C'est-à-dire que orthogonale de f est égal à f. Reprenons donc toujours le même E, engendré par une base EI, et toujours le même espace, et considérons x égale, considérons un élément de l'orthogonale de f. Donc c'est un élément de E, donc il va pouvoir s'écrire comme ça. Alors, EK étoile de x, puisque EK étoile, il appartient à f. Donc EK étoile de x va être égal à 0, quel que soit k appartenant à n. Si x est différent de 0,
alors il existe un cas tel que, là-dedans, tel que lambda k est différent de 0. Mais EK étoile de x, c'est somme des lambda i, EK étoile de EI. D'accord? Et donc ça, comme k appartient à 0n, il y a un moment donné où i va être égal à k. Pour tous les autres, ça vaut 0. Donc ça prend la valeur lambda k. D'accord? Et lambda k, si je suppose x différent de 0, lambda k il est non nul. D'accord? Et donc j'ai EK étoile de x qui est différent de 0, alors que moi je voudrais que ça soit égal à 0. Donc on a un problème. Donc ça veut dire que x, si x appartient à l'orthogonale de f, bah, il est nul. Et donc l'orthogonale de f est réduit au vecteur nul. Donc son orthogonale va être l'orthogonale de ça, c'est-à-dire E étoile. Et on sait que E étoile est différent de f. Parce que B étoile, base de f, n'est pas une base de E étoile. Donc j'obtiens que orthogonale de f est différent de f. Donc on n'a pas le même résultat qu'en dimension finie. On étudie maintenant l'orthogonale d'une intersection ou d'une réunion. AB sont deux parties non vides de E. Alors, A union B orthogonale est égal à A orthogonale inter B orthogonale. Et si AB sont deux parties non vides de E étoile, eh bien orthogonale d'A union B est égal à orthogonale de A inter orthogonale de B. On démontre la première. A est inclus dans A union B, donc A union B orthogonale est inclus dans A orthogonale. De la même façon, A union B orthogonale est inclus dans B orthogonale. Donc A union B orthogonale est inclus dans l'intersection de A orthogonale et B orthogonale. Pour l'autre inclusion, je prends f appartenant à A orthogonale inter B orthogonale et je prends x appartenant à A union B. Alors x appartient à A ou à B. Si x appartient à A, comme f appartient à A orthogonale, j'ai f de x égale 0. Si x appartient à B, comme f appartient à B orthogonale, j'ai f de x égale 0. Donc j'ai f de x égale 0, quel que soit x appartenant à A union B. Donc j'ai f qui appartient à orthogonale de A union B, dès que f appartient à A orthogonale inter B orthogonale. Donc j'ai cette inclusion, et comme j'avais l'autre avant, j'ai l'égalité. C'est pareil quand A et B sont deux parties non vides de E étoile. A est inclus dans A union B, B est inclus dans A union B. Donc j'ai cette inclusion et donc celle-là. Alors maintenant, au lieu de prendre f qui appartenait à A orthogonale inter B orthogonale, je prends x qui appartient à orthogonale de A inter orthogonale de B. C'est-à-dire que x appartient à E. Au passage, ça c'est des espaces vectoriels, donc c'est pas vide. Il y a toujours le vecteur nul dedans. Voilà. Et donc, si je prends f appartenant à A union B, soit il appartient à A, soit il appartient à B. S'il appartient à A, eh bien comme x appartient à orthogonale de A, j'ai f de x égale 0. Si x appartient à B, comme x appartient à orthogonale de B, j'ai f de x égale 0. Donc j'ai f de x égale 0, quel que soit f appartenant à A union B. Donc j'ai x qui appartient à l'orthogonale de A union B, dès que x appartient à orthogonale de A inter orthogonale, c'est inter, orthogonale de B. Donc ça veut dire que A orthogonale orthogonale de A inter orthogonale de B est inclus dans orthogonale de A union B. Alors maintenant on va regarder ce qui se passe pour l'orthogonale d'une intersection, puisque là c'était les orthogonaux de réunion. AB, deux parties non vides de E, eh bien j'ai simplement ça, mais j'ai pas forcément l'égalité. Et si A, B sont deux parties de E étoile, j'ai ça aussi, mais j'ai pas forcément l'égalité. Démonstration, A et B, A inter B est inclus dans A, donc A orthogonale est inclus dans A inter B orthogonale. De même, B orthogonale est inclus dans A inter B orthogonale, et donc la réunion des deux est inclue. Voilà. Et j'ai pareil quand A et B sont dans E étoile. Alors il n'y a pas d'égalité parce que, je prends pour la première par exemple, A inter B, alors A inter B orthogonale c'est, comment dire, c'est un espace vectoriel.
un sous-espace vectoriel. Dès qu'on prend l'orthogonale, on obtient des sous-espaces vectoriels. Là, il y a quand même une complication que j'ai oublié de dire. Il faudrait que A inter B soit non vide, sinon ça ressemble à rien de prendre l'orthogonale. Et là, c'est pareil, A inter B non vide. Voilà. Donc, de la même façon, donc ces trois-là sont des sous-espaces vectoriels. Le problème, c'est ça. C'est qu'on a l'union de deux sous-espaces vectoriels. Or ça, sauf s'il y en a un qui est inclus dans l'autre, c'est généralement pas un sous-espace vectoriel. Prenons l'exemple d'un espace vectoriel de dimension 3, par exemple l'ensemble des polynômes réels de degré inférieur ou égal à 2. Et prenons ce sous-espace A, engendré par E1, E2, donc là il y a une base, B engendré par E2, E3, c'est des plans, donc l'orthogonale de A, c'est la forme, enfin c'est la droite engendrée par la forme linéaire E3 étoile. Et l'orthogonale de B, c'est la forme engendrée par E1 étoile. L'orthogonale de B, c'est E1 étoile. A inter B, A inter B, intersection ces deux plans, là, c'est la droite engendrée par le vecteur E2. Et son orthogonale, c'est le plan E1, engendré par E1 étoile, E3 étoile. Bon, maintenant si je prends orthogonale, A orthogonale, union B orthogonale, eh bien, ça va faire ça, union ça, c'est-à-dire la réunion de deux droites. La réunion de ces deux droites-là, ça ne fait pas tout le plan engendré par E1 étoile et E3 étoile. C'est simplement une réunion de deux droites. Donc c'est différent de ça. Donc effectivement, j'ai pas l'égalité.